Bonsoir Jérémy. Bonsoir, et toi? Bonsoir Jérémy et bienvenue à cette nouvelle épisode de MC Artist Talk. Tu sais qu'on fait avec nos chefs d'orchestre des conversations un peu pour le dévoiler à nos amis, à notre public et aussi à tous ceux qui sont intéressés à savoir un peu mieux de leur histoire. Alors cette fois-ci, on va le faire en français tout d'abord car tu es un chef français, mais surtout car je dois te dire, j'adore ton français et ta façon de parler en français, donc je pense que ça va être un très grand plaisir pour tous nos auditeurs et spectateurs. Je te remercie. Alors, Jérémy Rorer est un chef français, comme on a dit, et on va commencer par l'histoire, comme toujours, l'histoire du début, c'est-à-dire, est-ce que dans ta famille, il y avait déjà la musique? Est-ce que tu as pu apprendre la musique à partir de la famille ou ton amour pour la musique est né ailleurs? En fait, il est plutôt né ailleurs parce que je pense que ma mère avait une frustration, une vague frustration de ne pas avoir pu apprendre un instrument. Elle me l'a dit plus tard, mais ça ne s'est jamais vraiment exprimé. Et concrètement, à la maison, on écoutait très, très peu de musique. Non seulement on écoutait très peu de musique, mais on avait très peu de rapport à la culture. Et je suis né dans une famille qui avait des problèmes, en fait. J'ai une enfance, du point de vue matériel, assez difficile et du point de vue, j'allais dire, relationnel, pour des raisons que je ne veux pas développer, mais qui sont importantes pour comprendre comment la musique, en fait, a été pour moi un refuge très rapidement. C'est-à-dire que j'ai entendu effectivement probablement les premières notes de musique dans des comptines, dans des chansons populaires. Et je me souviens d'avoir été ouvert vraiment par cette beauté et par l'harmonie en particulier. Très, très jeune, cette dimension harmonique des sons qui s'organisent ensemble m'avait vraiment séduit. Et je pense que c'est ce qui m'a, d'une manière un peu hasardeuse, permis d'entrer dans la vie de musicien. Parce qu'au départ, encore une fois, je ne m'imaginais pas du tout. Comment s'est passé que tu as commencé à avoir affaire avec la musique? En fait, ça paraît assez anecdotique et je l'ai souvent raconté, mais c'est sur un malentendu. Mais un malentendu qui avait un sens. Parce que, C'est un très bon malentendu, je dois dire. oui, parce que en fait, j'adorais le tennis. Déjà, je pense pour la beauté des gestes, en fait. C'était pas du tout anodin, mais et il y avait à l'époque où j'étais petit garçon un tennisman français qui avait un jeu très particulier, extrêmement élégant et puissant à la fois. Il s'appelle Yannick Noah Bien sûr, et, Yannick, non? et que j'admirais énormément. C'est quelqu'un, par exemple, qui avait une manière de se matcher qui était extraordinaire. Il s'élançait dans l'air et il se matchait. Une harmonie, oui, dans Voilà, son geste. absolument extraordinaire. Et en fait, j'ai eu à peu près 9-10 ans au moment où il a gagné Roland-Garros. Et, Il était l'heureux national en France, un peu, hein? ah oui, il est resté le héros national parce que je crois que plus aucun Français n'a gagné Roland-Garros. Mais c'était non seulement un joueur qui a effectivement un parcours très, très glorieux, mais c'était aussi une nature de tennisman extrêmement particulière. Parce qu'il avait cette élégance, je pense seulement avec Stéphane Edberg, une élégance qui est comparable seulement avec Stéphane Edberg, cette manière de toucher la balle sans effort et en Un même peu temps. comme Federer aujourd'hui, on peut dire, Ah, non? aussi, exactement. Voilà. Voilà, Et ce genre d'élégance naturelle. voilà, ce genre d'élégance naturelle. Et donc, Oui, mais et la musique, et la musique. je voulais être tennisman parce que et il s'est trouvé que ma mère m'a écouté, mais il n'y avait plus de place au tennis. Et le seul endroit où il restait de la place, c'était le conservatoire. Donc au départ, c'est par dépit que je me retrouve au conservatoire et que je commence comme tous les Français. Je ne sais pas si ça se passe comme ça pour les autres, mais par le solfège. Et donc il y avait une entrée en matière qui n'était pas la plus. Non, c'est terrible. Le solfège, c'est là où plusieurs personnes, même des talents, se perdent. Voilà.
Et donc, mais c'était un premier pas très important, tu vas comprendre pourquoi. Le deuxième pas, c'était le choix de l'instrument. Là encore, un malentendu. J'adorais, je ne sais pas pourquoi, la flûte de Pan. Je trouvais cet instrument absolument merveilleux. Et je pensais qu'en jouant, au moment de choisir l'instrument, je pensais qu'en choisissant la flûte traversière, j'allais jouer de la flûte de Pan. Et encore une fois, je me suis trompé, trop tard. Et j'ai commencé la flûte traversière. Et dès le départ, ça m'a semblé extrêmement fastidieux et en fait très limité par rapport à ce que j'attendais de la musique. J'aurais dû commencer évidemment soit par le piano, par le violon. Ça a été un de mes plus grands regrets. Mais bon, voilà, j'ai continué la flûte. Mais heureusement, ces malentendus m'ont amené par un autre hasard, en fait. J'ai grandi, comme je te disais, dans une famille pas très riche, et donc j'ai grandi en banlieue, ce que je ne regrette absolument pas aujourd'hui parce que ça m'a permis de comprendre la société en profondeur. Et donc, j'étais dans une banlieue communiste à l'époque, et j'ai été confronté justement à une problématique d'éducation scolaire. Le niveau, pour être très clair, était très faible. Et j'étais extrêmement malheureux, je n'arrivais pas à progresser. J'avais en plus des brimades, je me souviens d'une institutrice qui m'avait refusé le dictionnaire que la mairie communiste offrait gracieusement. C'était une des très bonnes choses et que tous les élèves attendaient. Et je ne sais pas pour quelle raison, elle m'a retiré cette joie d'enfant, elle m'a enlevé le dictionnaire et j'ai trouvé ça d'une violence insupportable. Je me souviens être rentré en pleurant chez ma mère et en lui disant « je ne comprends pas ce qui se passe ». Et là, parallèlement, elle entend à la radio une annonce de recrutement de la maîtrise de Radio France. Et elle se dit « c'est l'occasion, je vais t'inscrire au concours ». Et donc, je n'avais jamais chanté, mais j'étais extrêmement motivé. J'ai passé le concours, j'ai été reçu. Et c'est là vraiment qu'a commencé vraiment Ton l'histoire. amour pour la musique, c'est là où tu as pensé, peut-être la musique peut être une partie importante de ma vie. C'est même pas peut-être, c'est en fait c'est là que tout s'est joué. D'abord, j'ai rencontré des grands professeurs. Je me souviens de deux femmes, et en particulier d'une femme qui s'appelle Madame Kiel, qui a plus tard joué dans un film français, et qui était une personne absolument délicieuse, qui avait voulu être compositrice, et qui me parlait de la couleur des tonalités. Et on avait des conversations qui s'éloignaient vraiment du chant et qui se concentraient sur la musique. Et ça, c'était vraiment des joies d'enfant extraordinaires. Et j'avais aussi un maître de chant qui s'appelait Lasserre de Roselle, qui avait remarqué que je m'intéressais vraiment de très près à la musique en général et pas seulement au chant. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir ces professeurs et de participer à des concerts comme petit chanteur, et des concerts très importants associés aux orchestres de la radio, le Philharmonique et le National. Et le national, Et, bien sûr. voilà, et donc de participer à, entre autres, une damnation de Faust dirigée par Colin Davis et chantée par Jesse Nerman. Waouh! Et alors évidemment, quand on est petit chanteur, on est très loin. On ne chante qu'à la fin de la damnation et on a tout l'orchestre devant. Et j'ai eu une sorte de révélation à ce moment-là en voyant de face le chef d'orchestre et l'incidence de ses gestes sur le son. Sur le C'est son. vraiment, voilà, sur le son. Et c'est vraiment, ça a été fondamental pour moi parce que c'est vraiment ce pouvoir quasi magique et spirituel qui m'a. Et donc, on peut dire que c'est ça qui t'a un peu conduit vers la direction d'orchestre? C'est même conscient, c'est ça qui m'a conduit vers la direction d'orchestre parce que dans mon cœur d'enfant, j'ai vu que c'était le plus beau métier qu'on pouvait rêver de faire. Tu avais quel âge? J'avais 10 ans. Tu sais, c'est très, très proche à l'expérience qu'a eu Daniele Rustioni Ah à la oui? Scala avec Muti. Pour lui, c'était Ah Muti. oui. Ah oui. Et pour toi, c'était Colin Davis dans la damnation de Faust. Ouais. C'est une magnifique coïncidence, je dirais. Et donc, voilà, la force de la musique t'est arrivée donc à travers le chant, à travers l'orchestre et à travers Colin Davis, très, très précisément. Oui, et aussi, je dirais, la force et la beauté du geste, en fait, hein, les deux. C'est-à-dire que j'ai ressenti très clairement dans les vibrations qui étaient générées par ce geste, l'harmonie qu'on pouvait créer. Et il y avait quelque chose de presque, c'était peut-être un peu ambitieux à cet âge-là, mais de spirituel, en fait, hein. J'avais Bien compris la sûr, force et la vérité du fait musical, du geste musical. du geste musical. Et après, c'était qui les personnes qui t'ont un peu conduit
à travers l'éducation plus spécifique comme chef d'orchestre? Ben, j'ai eu la chance, grâce à un ami, j'ai commencé à étudier la musique quand j'ai mué, en fait. J'ai intégré ce qu'on appelle un circuit d'horaire aménagé, enfin ce qu'on appelait comme ça, c'est-à-dire que je travaillais à l'école le matin et j'avais l'enseignement musical l'après-midi. Et à ce moment-là, avant d'entrer au Conservatoire national supérieur, j'ai eu la chance de rencontrer, grâce à un ami, celui qui a probablement été mon maître pour la direction, Émile Tchakharov, qui, Émile Tchakharov, oui, on Émile se Tchakharov, rappelle de lui, un oui, magnifique chef qui est mort malheureusement très tôt. beaucoup trop jeune et que j'ai vu beaucoup dans les 3 dernières années de sa vie et qui a été, je peux le dire, vraiment un vrai maître. C'est-à-dire que lui m'avait donné ce conseil fondamental qui a orienté toute ma carrière, qui est un conseil de vérité. Il considérait que la direction d'orchestre s'apprenait sur le tas et que tout ce qui était d'ordre théorique devait être comment dire, appris dans la pratique. Donc, son grand enseignement, c'était de dire, si tu veux être chef d'orchestre, dirige. Et C'est ça. C'est pas voilà. étudier la direction, mais Non, diriger. voilà, dirige. Et il m'avait donné son exemple qui était merveilleux, c'est-à-dire qu'il a d'abord commencé comme étant un transcripteur du grand répertoire romantique, Brahms, Bruckner, Mahler, pour un orchestre de 50 accordéons en Russie. Donc, il avait transcrit tout ce répertoire, il le dirigeait chaque semaine. Et donc, il m'a dit, c'est ça que tu dois faire. C'est ça que tu dois faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à diriger. Et, à 16 ans, j'ai rassemblé en fait 6 ou 7 musiciens. Et on se réunissait le samedi et j'ai organisé des répétitions autour de l'Adagio et Fugue de Mozart. Et c'est comme ça que j'ai Mhm. commencé à Et diriger. c'est comme ça que ça a commencé. Et quelle est la première véritable orchestre symphonique que tu as dirigé? Où est-ce que tu as eu la véritable expérience de la direction d'un orchestre? Alors, je ne sais pas. Alors, il faut distinguer ce qui est institutionnel de ce qui l'est pas. J'ai eu aussi la chance au conservatoire de fonder un orchestre qui s'appelait les Musiciens de l'après, avec lequel j'ai fait beaucoup de concerts, en fait, et qui était un orchestre, je dirais pas professionnel, mais quand même semi-professionnel, puisqu'il rassemblait des étudiants du conservatoire. Et pour Bien te sûr. donner une idée, euh, Renaud Capuçon a joué son premier concerto Ah, avec cet orchestre que je dirigeais pour la première fois. Donc, fantastique. et il y avait pas beaucoup de musiciens français qui sont passés de cette génération, qui sont passés devant cet orchestre, et j'ai pu diriger un certain nombre de programmes avec eux. Et donc ça a été ma première expérience réelle. Et j'ai eu par la suite l'occasion de discuter avec beaucoup de chefs, Bernard Haitink ou Christophe Fontanani. C'est vraiment comment dire, un trait commun de beaucoup de carrières de chefs d'orchestre, de commencer par ce type d'expérience. Et ce type d'expérience vraiment sur le tas, pas nécessairement institutionnel, mais Bien sûr. voilà, on apprend. Et je me souviens de Dornani qui me disait il ne faut pas hésiter, par exemple, avec les orchestres, toujours à corriger la justesse. Même si vous vous trompez, il faut corriger la justesse parce que vous créez un état d'esprit commun de soin du son, de la texture. Et ce type d'expérience originelle m'a vraiment aidé et formé de ce point de vue-là. Parce Et qu'il y en a. quelle est la première fois où tu as dit, ça c'est vraiment important, je suis en train de faire quelque chose de vraiment important et tu as senti que ça allait changer un peu la donne en disant. Ben, je pense que c'était plus tard, mais c'était à l'occasion du premier concert opératique du Cercle de l'Harmonie, autre orchestre que j'ai fondé plus tard, et avec une démarche spécifique sur instruments d'époque, qui avait un répertoire de prédilection très défini dès l'origine, c'est-à-dire le répertoire classique, pas baroque, on n'a jamais joué de musique baroque, mais répertoire classique, considérant qu'en fait, le répertoire classique était la matrice de tout le développement du répertoire symphonique et lyrique du début du 19e. C'est-à-dire qu'il y avait une grande ligne qui partait de Mozart, Haydn et les préclassiques et qui allait finalement jusqu'à Wagner. La grande rupture, la grande transition étant Mahler et Strauss. Voilà. Et Bien donc, sûr. le premier, le Ça, premier c'est un peu, pardon de t'interrompre, c'est un peu la grande, entre guillemets, faute qu'on fait quand on pense aux instruments originels, on pense tout de suite au baroque. Mais ça, c'est absolument pas vrai. ça c'est Et pareil. dans ton cas, c'est vraiment le parcours au cours du 19e siècle où Oui, les choses arrivent
au maximum de maturité de ce genre d'orchestre. Oui, mais c'est une vision qui est dictée par la, comment dire, la connaissance de la composition. Je te donne un exemple très clair. Brahms, par exemple, utilise les phrasés et les notes de manière extrêmement précise dans le Requiem allemand, par exemple, de la même manière que Mozart et Haydn les sous-entendent. En fait. Il y avait cette culture, en fait, qui est globalement, si je vais très vite, caractérisée par l'esprit de la danse, qui habite toute la musique classique, baroque, mais aussi classique, et même la composition symphonique et de musique de chambre, qui va sous-tendre toute l'expression mélodique et harmonique de la musique romantique. Jusqu'à Brahms, et parfois jusqu'à Mahler, la manière de s'appuyer sur les tensions et les détentes, appoggiature et résolution d'appoggiature, tout ça est fixé en fait par le pas d'appui et le pas de levée des danseurs. Tu vois, et donc, il y a vraiment une ligne très cohérente et qui en fait est sans rupture, encore Mais, une fois. oui, attends, je t'interromps pour dire, mais tu m'as dit quel est donc le moment où tu as senti avec ton orchestre, le cercle de l'harmonie, que c'était important. Et ben, précisément, au moment où on a joué le premier opéra important de Mozart, Idoménée, au Festival de Beaune. Là, c'était en 2006 et j'ai senti que ce qu'on était en train de faire et qui s'appuyait sur une démarche à la fois musicale, mais intellectuelle et presque philosophique, prenait corps, s'incarnait et atteignait le niveau où le partage était possible avec le public. Et en fait, ça a été le point de départ de beaucoup de collaborations futures. Magnifique. Et dans ce sens, tu as parlé de ton, disons, mentor, tu as parlé d'Emile Tchakharov. Est-ce que tu en as eu encore d'autres? Ou mieux encore, est-ce que tu as des modèles de direction d'orchestre, même des gens du passé, des gens qui sont morts, qui ne sont plus là? Ben, j'en ai trois, mais qui sont liés à cette conception philosophique. Je pense que le premier, pour l'importance de la composition dans comment dire, le métier de chef d'orchestre, c'est Bernstein. Vraiment, ça a été une expérience fondatrice pour moi quand j'ai comparé toutes les versions de la troisième de Mahler, dirigées par plusieurs chefs et dont certains admirables. Mais le seul qui était capable d'élever la partition au niveau, je pense, de la création originelle, c'était précisément Bernstein qui était en mesure de la recomposer dans l'instant. Et ça, c'était très, très clair. Et ça a été pour moi et ça reste toujours le grand modèle d'interprétation qui s'appuie sur la structure musicale. Il y a des exemples de répétitions qui m'ont absolument marqué, comme par exemple la cinquième de Mahler, répétée avec le Philharmonique de Vienne, qui est un exemple de construction basée sur la composition. Donc lui, ça a été un des grands Donc inspirateurs. Bernstein. Et après? Donc Bernstein. Ensuite, pour une espèce d'intuition comment dire, d'élégance du phrasé complètement évident, c'est Kleiber. Pas seulement de la gestique, parce que je sais que beaucoup de mélomanes l'admirent pour cet aspect-là, mais en fait, c'est une gestique qui s'appuie sur une conscience absolue du phrasé. Du phrasé. Du phrasé Vrai, et le des phrasé. contrastes. Voilà. Et sa battue reflète cette intelligence, en fait. Cette intelligence au sens propre du discours musical. Et le troisième, j'y viens, c'est celui qui a écrit un essai sur le discours musical, précisément, c'est Nicolas Sarnoncourt, que j'ai découvert au moment où moi j'entrais dans ce monde et dont les écrits et la pensée m'a profondément influencé parce que je la trouvais extrêmement convaincante, même si sur la fin de sa vie, enfin sur le dernier quart de sa vie, elle me semblait trop dogmatique. Je pense que la dernière cinquième de Beethoven qu'il a enregistrée montre à quel point cette vision était forte et déterminante pour l'interprétation. Et ces discours extrêmement profonds m'amènent à une question assez directe, c'est-à-dire comment tu commences à étudier une nouvelle partition? Comment tout ça t'amène à l'étude d'une nouvelle partition? Précisément par la composition, toujours. C'est-à-dire, quel est le but du compositeur? Quels sont les moyens qu'il utilise pour arriver à ce but? J'essaie de m'en rapprocher. Évidemment, il faut avoir la modestie de savoir qu'on ne peut que tenter de s'en rapprocher, mais il y a quand même des éléments structurants qui sont communs à tous les compositeurs et qui permettent de dégager le sens que le compositeur veut donner à
aux notes qu'il utilise. Et moi, je crois beaucoup et je défends éminemment, en particulier quand il s'agit du sens philosophique et qui va au-delà des mots, j'insiste vraiment sur la conscience absolue de la signification des éléments musicaux et de l'usage conscient qu'en font les compositeurs. C'est très important dans les débats qu'on peut avoir avec les metteurs en scène, par exemple. Bien sûr. Et il faut rappeler aussi qu'en plus que chef d'orchestre, tu es aussi compositeur. Et donc, j'imagine que le fait d'être compositeur amène une façon différente de travailler en tant que chef. Pour moi, elle est déterminante. Encore une fois, peut-être que c'est un tout petit peu trop anguleux ce que je vais dire, mais je pense réellement qu'il n'y a de grands chefs que ceux qui peuvent recomposer la musique dans l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement compositeur, mais je me souviens en avoir parlé avec Riccardo Muti précisément de cet aspect-là. Je pense que c'est une idée de base sur laquelle on était vraiment d'accord et lui-même connaissait absolument parfaitement les rouages de la composition. Donc, avoir étudié la composition, c'est très important pour un chef d'orchestre. C'est fondamental. C'est déterminant. Je dois dire, tu n'es pas le seul. Hein. Gian-Andrea Noseda toujours le dit, et aussi Daniele Rustioni le dit. On le voit comme un élément. Oui, c'est une des forces aussi de l'école italienne de direction. Ça, je pense que c'est un substrat qui est extrêmement conscient chez les chefs italiens et c'est ce qui explique la qualité de l'école de direction italienne aussi. C'est cette conscience profonde de l'importance du texte musical. Et on voit très bien dans les positions que prend récemment Riccardo Muti à quel point il est déterminant quand il s'agit de communiquer à la société sur le rôle de la culture, sur sa force et sur l'importance de la défendre. Merci, Jérémy. Merci, vraiment très, très beau ce que tu dis. Tout ça m'amène à une des questions aussi que je pose toujours à mes invités, et c'est-à-dire quel était ton compositeur préféré au début et celui qui, par contre, n'était pas tellement intéressant pour toi, mais qu'après, au cours des années, au cours des études, tu as compris c'était quelqu'un d'important, de significatif. J'ai aimé quasiment toute la musique d'emblée. Je l'ai prise d'un seul geste. Et en fait, c'est un des aspects sur lesquels je me rends compte qu'il y a une sorte de vérité intérieure. Je me sens vraiment musicien pour ça. Il y a une sorte d'évidence. Tu étais un peu un Don Giovanni de la musique, donc pas une femme, mais toutes les femmes. Je ne pensais pas en ces termes, mais plutôt, si tu veux, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Je précise parce que en fait, c'était que la musique parvenait avec une évidence, qu'elle n'avait pas besoin du discours pour s'imposer. Je me souviens avoir rencontré des compositeurs que peut-être même des compositeurs français que personne ne connaît, comme André Messager. Simplement en écoutant la musique à la radio, je me suis dit mais cette musique est formidable. C'est qui a écrit cette musique? Voilà. Et ça, je suis très fier d'avoir procédé comme ça, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré Puccini. La première fois que j'ai entendu Puccini, et même à chaque fois que j'ai entendu Puccini, je ne pouvais pas me détacher du poste et j'écoutais la pièce jusqu'à la fin. Voilà. J'ai eu plus de problèmes avec les musiques qui me sont apparues d'emblée, je dis, et ça peut être choqué aussi, mais qui me semblaient dogmatiques. C'est-à-dire, pour aller vite, la musique de la première école de Vienne, par exemple. J'ai eu beaucoup de réflexion parce qu'il y avait une partie de cette musique, celle qui était écrite avant la théorie, qui me parvenait directement. Je pense aux 7 Lieder de jeunesse de Berg ou évidemment à La Nuit transfigurée, mais celle qui s'appuyait sur un raisonnement rationnel, dogmatique, mathématique et philosophique m'était complètement étrangère. Et c'est quelque chose qui est resté pour moi parce que l'œuvre musicale tire sa force d'elle-même, en fait. Elle existe par elle-même. Elle ne s'impose dans l'instant et aux générations suivantes que par sa propre qualité. Par la communication qui se déclenche. Voilà, par les vibrations qu'elle organise. Et je détestais l'idée que l'idéologie puisse s'emparer de la musique et s'y substituer pour en fait
faire d'une œuvre qu'elle existe non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle représenterait par rapport à telle ou telle idéologie. Et ça me semblait très évident à l'époque, parce qu'en fait, il y avait un substrat marxiste là, sous cette approche qui avait été relayé par Adorno. C'était Oui, en oui, bien fait sûr. une Enfin, sorte d'héritage de la toute-puissance de la philosophie allemande. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir pensé ça me situe vraiment dans la contemporanéité où d'autres idéologies qui sont encore plus dogmatiques et encore plus violentes s'attaquent à l'universalisme que représente la musique. Et je pense que c'est vraiment le moment de s'emparer du sens profond que la musique organise par elle-même et pas aux idéologies qui s'appliquent. Parce que sinon, on va vers des dérives épouvantables comme celle d'Oxford que j'ai apprise hier, où on va considérer la musique comme un exercice de suprématie blanche. C'est une oui, hérésie. oui, Une hérésie. Oui, mais c'est vrai. il va bien falloir lutter. Moi, je suis un universaliste. Encore une fois, la musique ne devait pas me toucher. Je pense qu'elle peut toucher n'importe qui, n'importe où, quelles que soient les origines, quelles que soient les religions, et que c'est absolument déterminant aujourd'hui de défendre cette force et cette puissance. Merci, Jérémy. Très fascinant ce que tu dis. Très fascinant, vraiment. Mais il faut rester malheureusement à notre petit questionnaire. On essaye de garder. Je dois te dire franchement, je resterai des heures à discuter avec toi. Je le trouve toujours quand on part vers des discussions qui relèvent plutôt de la philosophie de la musique. Et je suis toujours fasciné de ta richesse de pensée, franchement, et de ta capacité d'organiser la pensée de façon très cohérente. Donc, voilà, je te félicite pour ça. C'est pour moi toujours une très belle expérience de parler avec toi. Et bon, et à ce point-là, après plus ou moins une vingtaine d'années de carrière de musicien professionnel, est-ce que tu as jamais eu un moment où tu as dit, bon, j'en ai assez, c'est vraiment, je suis dégoûté? Est-ce que ça t'est arrivé une fois? En fait, j'ai réfléchi à cette question et Toré pour y répondre le plus franchement possible. Il y a des moments de désespoir quand on sent qu'on n'est pas compris. Mais j'ai jamais douté de la force du message que je voulais délivrer, même dans les situations les plus exposées et les situations, je dirais, où tout le monde te lâche. Tu vois. J'ai eu peur, j'ai eu des doutes, je me suis vraiment interrogé, mais j'ai jamais douté de la force et du sens de ce que je voulais transmettre. Merci, Jérémy. Très beau. Tu diriges le symphonique et l'opéra, donc tu as une vue assez vaste sur le répertoire musical. Qu'est-ce que te donne plus de joie? Bon, ce qui me donne plus de joie, en À fait, niveau vraiment de la joie. de la joie, je vais te dire franchement, même si c'est peut-être pas politiquement correct, mais c'est vraiment le répertoire symphonique, parce qu'il y a un contact direct avec les musiciens, qui n'est pas forcément idéal, mais et que tu dois travailler et qui dépend évidemment de toutes les situations. Mais le message que tu transmets est de musicien à musicien. Je trouve qu'à l'opéra, ce qui est très compliqué, parfois on arrive à une magie, mais tu parles à beaucoup d'intérêts particuliers. Et malheureusement, je veux le dire très franchement, le compositeur à l'opéra n'a qu'un seul allié, et encore plus aujourd'hui, c'est le chef d'orchestre qui est au service. C'est le seul qui maîtrise l'ensemble des paramètres. Or, toute la communication, tout le marketing, toutes les distributions, toute l'organisation économique des opéras sont faites autour des chanteurs. C'est-à-dire au fait basé sur des paramètres parallèles à la musique. Oui, le star system de chanteurs qui n'est pas toujours Mais chanteur est en aussi là, faveur. chanteur et aussi metteur en Et scène. aujourd'hui, metteur en scène. Et aujourd'hui, Oui, metteur en scène, il faut aussi le dire. oui, le dire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comment dire, organiser quelque chose de commun et avec les uns et avec les autres. Mais il faudrait pouvoir s'assurer dans le domaine d'opéra, si tu veux, que tout le monde sert un intérêt commun qui nous est supérieur et que le dépositaire, normalement, et c'est l'honneur de sa fonction, du message que le compositeur a voulu transmettre, c'est le chef d'orchestre. Oui, moi je trouve aussi que dans le domaine de l'opéra, surtout,
Ce qu'il faudrait retrouver, c'est un peu l'aspect du service, hein. On est au service de la partition, on est au service du compositeur. On doit récupérer un peu de, je ne sais pas si on dit en français ombleté, d'être un peu humble vis-à-vis. Oui, mais on vit dans une société, et c'est pour ça que c'est très important de mettre ces problématiques purement musicales au regard de la société. On est dans une société qui valorise l'individu. Et c'est-à-dire que au détriment du sens commun et de la transcendance commune. En gros, on va privilégier ce qui sépare de ce qui unit. Or, la musique est précisément une des manifestations humaines qui relie. Qui relie. Ouais. Voilà, dans le sens de l'harmonie, dans le sens du bien-être commun, dans le sens de bien faire ensemble. Oui, et d'avoir l'idée en nous que quelque chose en nous nous est commun et qu'on doit tendre vers cet idéal commun et mettre de côté encore une question qui est plutôt personnelle pour toi, c'est-à-dire toi, tu es sans doute un chef français, tu as fait le Conservatoire de Paris, tu as eu des expériences initialement très françaises. Est-ce qu'à ton avis, ça existe une véritable école de direction d'orchestre française? Et est-ce que tu te sens un chef français? Bah, tu vois, si je réponds très honnêtement, je pense que autant l'école de direction italienne me paraît évidente sur le plan historique, avec justement un certain nombre de constances, dont cette notion de service et de respect de la partition, et qui s'est transmise de Toscanini à Muti et jusqu'à Daniele et Gianandrea. Autant sur le plan français, j'ai du mal à avoir une pérennité. Il y a des éléments de style, effectivement, mais qui sont plus liés à la nature de la musique. C'est-à-dire, je pense qu'il y a réellement et depuis très longtemps une école française de composition qui naît, à mon avis, avec Rameau, avec cette prégnance de l'harmonie, cette science des contrastes, cette science de la dramaturgie. Ça, c'est très clair. Avec toujours l'idée de l'utilisation de l'orchestre symphonique avec Berlioz au service du drame. Et en ce sens-là, il a influencé d'autres écoles, dont l'école italienne, Verdi, Puccini aussi. Et oui, bien sûr, le grand opéra, bien sûr. Voilà. Et l'école allemande avec Wagner et même Strauss qui a révisé le traité de Berlioz. Donc, tout ça était. Donc, il y a vraiment une école de composition très claire et il y a un dénominateur commun entre Rameau, Bizet, Ravel et même Messiaen. Si tu veux. Sur le plan de la direction, j'ai du mal. Et je pense qu'il faudrait aujourd'hui, pour le coup, en tant que Français, être assez humble. S'il y a un style français, il est vraiment plus aussi palpable qu'il a pu l'être dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Et je ne sens pas, en fait, de particularité française. Et ma nature profonde me pousse aussi à imaginer que, comme universaliste, d'où tu viennes, si tu es musicien, tu peux comprendre ce qui t'unit à un autre musicien. Je me sens par exemple très proche aujourd'hui de Tchaïkovski. Évidemment, tu vas me dire, il y a une relation avec la musique française, puisque très forte. Oui, mais et l'esprit de la danse, encore une fois. Mais je dois dire que la nationalité me préoccupe très, très rarement dans l'étude. Je me sens aussi très proche Enfin, je me sens porté par la poésie de Brahms, par exemple, qu'on souligne très rarement. Et je sens chez Brahms quelque chose de très français, de très élégant, en particulier dans sa manière de contrôler l'harmonie, de contrôler les tensions harmoniques. Tout ça est d'une très, très grande finesse, en fait. Et je sais qu'il maîtrisait très bien la culture, justement, baroque. Ça a été le premier à éditer Couperin. Il connaissait très bien Rameau, il connaissait même les maîtres italiens de la Renaissance. C'était les grandes découvertes des organistes baroques et tout ça qui est venu à travers Schumann, qui est arrivé chez Brahms, bien sûr. Mais tout ça a plutôt disparu au nom de pseudo, justement, écoles de direction nationale. Et si tu veux, pour moi, ça a plutôt fait du mal que du bien, surtout si on pense au fameux Kapellmeister allemand. Je ne veux pas schématiser, mais il y a beaucoup de ces Kapellmeister qui me semblent très éloignés de l'esprit original des œuvres. Merci.
Très clair, très clair. Les dernières deux questions, comme toujours, le temps malheureusement passe vite, on est déjà à la fin. Je resterai avec toi des heures, franchement, mais voilà, on est à la fin. Donc, disons que la semaine prochaine, c'est ton dernier concert. Qu'est-ce que tu dirigerais? Quelle est l'œuvre que tu choisirais pour ton dernier concert? Ouais, bah, j'espère que c'est le plus tard possible. Ah bien, bien, mais bien sûr, dans 100 J'ai ans. la- j'ai l'impression que je commence, pour te dire la vérité. Oui. Euh, En fait, je pense que c'est assez proche des derniers sons que je voudrais entendre. Il y a deux œuvres qui me viennent à l'esprit. Il y en a une qui est lyrique et d'accompagnement, c'est les quatre derniers leaders, parce que j'adore la fin, tout simplement. Ça me semble être d'une Ah, poésie. magnifique, Voilà, c'est vraiment une magnifique. envolée. On a le Im sentiment. Abendrot. Voilà. Hein. On a le Ouais. sentiment, surtout dans les dernières mesures, du passage, en fait. Et ça, bon, ça, j'imagine que c'est une musique qui est d'autant plus sensible au moment de tes derniers jours. Mais je pense que celle que j'aimerais diriger pour la dernière fois, c'est le Requiem allemand. Parce que je pense qu'il y a une vision, justement, de l'humanité qui dépasse les mots et qui est en fait une célébration du génie musical et de la transcendance qu'il peut apporter au passage de l'homme sur Terre. Et bien sûr, encore une dernière question, toujours dans ce sens un peu, disons, eschatologique. Comment voudrais-tu être rappelé? Comment tu aimerais que le monde de la musique se rappelle de toi dans 200 ans? Bah, si tu veux, je pense que pour moi, il y a une certaine partie de ma vie de musicien qui commence avec la composition, l'opéra que je viens d'écrire. Euh, j'aimerais en fait, que ces œuvres-là soient l'aboutissement de mon chemin de musicien. En fait, les œuvres que je vais écrire maintenant, et que je puisse y mettre justement ces réflexions. Et j'aimerais rester pour les œuvres que je n'ai pas encore écrites. Écrit. Et Même si donc, elles sont. longue vie, une très longue vie à Jérémy Rorer. Merci infiniment. C'était une conversation très profonde et très touchante pour moi. Je te remercie franchement de tout cœur. Et donc, Merci, toi, c'était j'espère qu'on pourra faire encore plus de ça, de cette voilà, avec conversation. grand plaisir. Merci infiniment, C'est un Jérémy. plaisir réciproque, tu sais, à chaque fois. Merci. Ciao. Ciao, Ciao, ciao. À bientôt. à bientôt.